C'est reparti pour un tour. Ouais. Voilà, place Pasteur. Tonton Aliette y a vécu? Non. Devant la feuille dentaire, là. Devant, oui, Oui. Il n'a pas été démoli, Il celui-là. n'a pas été démoli. Mais c'est au fond, c'est tout. Là où vous habitez maintenant, c'était par terre, c'était au fond l'imprimerie Vatar. Ouais. Et vous avez des anecdotes sur la place Saint-Germain ou des choses, des histoires qui vous auraient marqué, dont vous vous souvenez, des personnages typiques Des personnages, non, parce que, vous savez, on venait irrégulièrement à Rennes, on n'y habitait pas. C'était pour nous un temps de vacances. Nous venions d'Alençon et nos grands-parents, notre grand-mère, on allait faire des courses avec notre grand-mère. C'était les prix uniques à l'époque, les prix uniques. Le magasin moderne, c'était pas du tout. Maintenant, c'est Virgin et Eurodif. C'était ce qu'on appelait les magasins modernes. C'était vraiment l'artère principale de la rue Le Bassin, qui n'a pas du tout été touchée par les bombardements. Du tout. Mais notre joie, c'était surtout d'aller, rappelle-toi, faire du patin à roulettes au jardin de Maurepas parce qu'il y avait une piste. Et pour nous, ça nous semblait très loin parce qu'il y avait un tramway qui s'arrêtait à l'octroi de Fougères et il fallait monter après jusqu'au jardin de Maurepas avec nos patins sur le dos pour faire notre tour de piste. Il faut traverser toute la ville en fait. Mais comme petite anecdote, on peut dire quand même que quand on était chez nos grands-parents à avenue Rectibriand, que ce soit avant la guerre ou pendant la guerre, on a vu le petit train qui passait le long de la Vilaine. Le long des quais, en fait. Voilà. Alors là, on le voyait. Hein. Et puis les chalands. Les chalands tirés par les chevaux, parce que c'était un chemin de halage de chaque côté de la Vilaine. Et c'était les chevaux qui tiraient les chalands. Et ça jusqu'à quelle époque, alors? C'était jusqu'après la guerre. Jusqu'après la guerre. Oui, parce que même pendant la guerre, les chalands... alors c'était d'énormes chalands. Alors c'était drôle parce que c'était des chevaux, vous savez, des genres de percherons. Des percherons, carrément, oui. Il y en avait un d'un côté du halage, et de l'autre côté, parce que nos grands-parents, où ils habitaient au 47, il y avait la Vilaine en face. On était presque à la campagne à ce moment-là. D'ailleurs, quand on allait en ville, Annick et moi, on trouvait que c'était loin. Pour aller, ça nous semblait loin, parce que rendez-vous compte qu'il n'y avait pas de trottoir, c'est-à-dire vous aviez les trottoirs qui longeaient les immeubles, dont l'immeuble de nos grands-parents, mais qu'en face, c'était un chemin de halage, avec la voie ferrée. Il y avait le train quand même qui passait. Le petit train qui partait de la gare du Mail. Alphonse Guérin, en fait, aujourd'hui, quoi. Non, Aristide Briand. Pas du tout. Non, mais de l'autre côté, en face, c'est Alphonse Guérin. De l'autre côté, c'est Maginot, et après, c'est Alphonse Guérin. Mais le train passait, je veux dire, presque sous les fenêtres de nos parents. Il passait sous les fenêtres c'était du côté de la Vilaine. Ce qu'on appelle le trolley, en fait. Comment? C'était ce qu'on appelait le trolley, en fait. Ah, c'était pas le trolley, c'était pas du tout. C'était un train. Vous aviez une locomotive à vapeur. Et avec ding, 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 à chaque pont, il y avait une sonnette au-dessus de la locomotive pour sonner, parce que pour le croisement, ils arrivaient du Mail, c'est-à-dire que la gare principale c'était au Mail, et il y avait un train qui allait à Fougères, et il y avait un même train qui allait à Saint-Malo. Même ça, tout a disparu, en fait, effectivement. Et ben c'était juste avant la guerre. Juste avant la guerre, en 39-40. Même la gare de Viard, la rue de Viard. Ouais. C'était une gare. Oui, ça, je vois les photos. La gare de Viard. Effectivement, oui. Il y après avait, Saint-Georges, en fait. Au bout des quais, là, quand tu vas chez toi, là, qui vient d'être fait, où il y a le calvaire. La Prévalée. Bon, il y avait une autre gare, là. La Mission. Il y avait la gare de la Mission, là. Oui. Et alors, ce train, il avait 4-5 wagons. Et il passait régulièrement. Oui. Régulièrement. Et alors, c'était pour nous la joie dès qu'on l'entendait. Mais c'était une petite locomotive. Hein. Oui, mais il y avait le train des voyageurs et il y avait le train des bestiaux. Oui. Parce que de temps en temps, il y avait des vaches qui étaient transportées jusqu'aux abattoirs. Jusqu'aux abattoirs. Les 6 abattoirs qui étaient vers Laennec, en fait. Oui, oui. Ouais. Alors, on avait justement, pour nous, c'était extraordinaire, des balcons de chez nos grands-parents. Eh bien, on voyait tout d'un coup le chaland passer avec les chevaux. Et puis tout d'un coup, le petit train, on entendait la clochette, là, le train arrivait. Ce qui était drôle, c'est que les chalands, vous savez, il y avait des ponts. Ouais. Alors, les chevaux, ils tiraient, ils étaient attelés
chacun de leur côté. Mais quand il y avait le pont, il fallait détacher le cheval et le chaland dans sa lancée passer sous le pont. Et le cheval retrouvait le chaland de l'autre côté. Ça, pour les petits trains, ça je savais, mais pour le chaland... D'autant plus que parfois le niveau de la Vilaine est quand même très très bas. Et ça n'empêchait pas quand même les chalands de passer. Ouais. Alors, ce qui était et puis alors c'était pas du tout, on avait l'impression d'être c'était une rivière qui passait là, comme en plein champ si vous voulez. Ça n'était pas du tout cimenté, il n'y avait pas de... D'ailleurs, c'était vraiment la Vilaine... depuis ils ont détourné le cours de la Vilaine, puisque maintenant les bus passent en dessous et au-dessus. Bon. Mais avant c'était la rivière. Mais la rivière avec de l'herbe de chaque côté. On se croyait à la campagne là. Et alors rappelle-toi... 1 kilomètre d'ici à peine. Comment ? C'est 1 kilomètre d'ici à peine. Ben voilà. Mais Jannick, rappelle-toi que même quelquefois, je ne sais pas, il y avait des écluses quand même qui fermaient la Vilaine. Hein, et les gens passaient d'une berge à l'autre avec de l'eau c'était la grande joie de traverser en disant « Oh, on peut traverser, hein, on ne va pas se noyer, on peut aller sur la berge en face. » Chose qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Ça nous faisait même faire quelquefois des cauchemars. Parce qu'on se disait, si tout d'un coup l'eau arrive très, très vite, on va se noyer, on n'aura pas le temps de traverser d'une berge à l'autre. D'ailleurs, on disait que le petit train qui nous emmenait à Fougères, il passait par la mi-forêt. Et bien, quand le train était trop chargé, on demandait aux voyageurs de descendre. Je vous jure que c'est vrai. Hein. D'ailleurs, ils appelaient ça le train du plaisir, parce qu'ils nous emmenaient à Saint-Malo. Et qu'à l'époque, c'était déjà une station balnéaire, et que c'était déjà la détente, c'était déjà le... Oui. Vraiment, tous les relais d'aller, en fait, pour se détendre. Oh oui, c'était drôle, parce qu'il y a un moment, ça monte, et si le train était trop chargé, il fallait descendre. Alors le train, ça était allégé, et ça repartait. Et alors on marchait à côté du train, et puis on remontait au bout de la côte. Alors il faut penser que toute la ville de Rennes, et même là où vous habitez, il y avait un tramway qui passait. Aussi, ouais. Hein? Alors là, les tramways de Rennes en centre-ville, d'ailleurs vous avez encore des rails, en ici, bas pour montrer justement C'était très amusant parce que c'était des femmes qui conduisaient les tramways pendant la guerre. C'était que des femmes. Que des femmes. Alors on les appelait les Watman. Les Watman. Alors je vais vous dire, il y avait une chose, il y avait donc beaucoup de tramways place de la mairie. Et alors il fallait descendre pour enlever le trolley. Elle sortait, elle passait le trolley pour que le tramway retourne dans l'autre sens. Ah oui, effectivement. Oui, alors il fallait... Oui. C'est de manière manuelle, en fait. Alors il y avait celle qui conduisait le tramway, il y avait celle qui nous prenait nos billets. Alors elles avaient une caisse enregistreuse sur le ventre. Et c'est elle qui descendait pour changer le trolley de place. Et alors on entendait tout d'un coup les bonnes femmes. Tout le monde est servi sur le derrière. En route. On a du mal à imaginer ça, parce qu'effectivement, maintenant, tout ça a disparu. En fait. Même si on voit encore les rails dans certaines rues. Oui, en souvenir, ils en ont laissé quelques des rails, oui. Et qui traversaient d'ailleurs la place Saint-Germain, la rue des Francs-Bourgeois. Et où est-ce qu'ils allaient après, le tramway, là? Eh ben, il repassait sur le pont et il allait vers la gare. Oui. Tout simplement. Ouais. Alors, ça, on a connu les tramways. On est allé dans ce petit train, parce qu'on allait de temps en temps à mi-forêt. On est donc allé dans ce train. Et alors, le tramway, on le pratiquait aussi. Beaucoup. Ouais, ça c'est une époque effectivement que nous on n'a pas connue. Vous savez, quelquefois, d'ailleurs, quand je me balade dans la ville de Rennes, j'ai la nostalgie du Rennes que j'ai connu. qu'on a connu, bien sûr. Oui. Parce que c'était pour nous une grande ville à côté d'Alençon. Ouais. Hein, c'était la fête pour nous d'aller à Rennes. Hein. Oui. Surtout quand on venait à Alençon, généralement c'était pour aller à l'école, ça nous plaisait moins. Mais Rennes, pour nous, c'était la grande ville. Et alors, attendez, nous sommes venus quand même en juin 40, parce que nous avons fui à Alençon, c'était au lendemain où les Allemands sont rentrés en France. En fait, ouais. Et Alençon a été bombardé, on était vraiment, on peut dire, parmi des civils qui restaient, et on disait, mais c'est pas possible.
On est parti avec le régiment oui, général Blanchard. Du général Blanchard, qui nous ont embarqués dans leur camion. Ce sont des petits militaires qui nous ont juchés dans leur camion à la nuit tombante, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'emmener des civils. Mais ils ont vu maman et une de ses amies absolument effarées à l'idée de rester à Alençon, où les Allemands étaient à la porte et on voulait fuir. Et maman n'avait qu'une idée, c'était rejoindre Rennes pour aller chez ses parents qui habitaient justement avenue Récile-Briand. Et bien là, ces petits soldats, puisque le quartier Blanchard était à côté de chez ils faisaient un peu la patrouille pour voir qui restait à Alençon. Qui restait. Et ils ont dit, écoutez, on vous embarque cette nuit parce que direction Rennes. Maman n'a vu que ça. Rennes. Alors on nous a juchés avec la maman de cette amie, une pauvre dame, on a mis un transat dans le camion. Et la pauvre femme, pendant tout le voyage, disait « Mon Dieu, mourir dans mon lit, mais pas sur ce transat et dans ce camion. » Et nous étions en tête de convoi parce que nous étions juchés sur les réserves d'essence qui devaient alimenter le convoi du quartier Blanchard. Et on ne le savait pas. Alors, il y avait des couvertures, on était juchés. Je me souviens, maman avait Janine d'un côté, moi de l'autre, et la pauvre Mimi avec son chien, elle avait un chien, un genre chien des Pyrénées, qui a suivi, et la pauvre maman dans son transat. Et des soldats, mais complètement ivres. Ah oui, complètement. Qui n'a pas vu le voyage entre Alençon et Rennes. Tellement il était sous. Et puis, tout d'un coup, c'est à la hauteur de Vitré, on s'est quand même arrêté. Pour essayer de prendre des nouvelles. Et on avait entendu, forcément, dans la nuit... Mais non, parce qu'à un moment, comme on était en tête de convoi, on a filé sur une route, et le convoi a continué sur la grande route. Comme on n'avait pas de phare, de temps en temps, ils balayaient pour voir un peu où nous roulions. Ils balayaient les fossés pour voir si on n'allait pas dans le fossé. Et parce que les routes, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, effectivement. Non, alors, tout d'un coup, je me rappelle très bien des deux gars qui étaient des petits soldats. Il y en avait un qui s'appelait Jean Pilreau et l'autre Max Della Rocca. Oui. Et tout d'un coup, je ne sais pas si c'est Jean ou Max qui a dit, mais on est tout seul, il n'y a plus personne derrière. Alors, on avait perdu le convoi. On était tout seul. Et perdu. Perdu et sur une petite route secondaire. Avant, c'était des routes nationales, les grandes, pour aller entre eux. Alors, il a fallu faire demi-tour. Mais pour faire demi-tour en pleine nuit, il y avait le camion de temps en temps, il y avait des roues qui tombaient à moitié dans le fossé d'un côté, et de l'autre, c'était comme ça que Madame Gauthier est tombée de son transat. Et en même temps, on a entendu que des avions passaient et canardaient. Et il y a un des soldats qui a dit, pourvu que ça ne soit pas le convoi. Yes, oui. Bah oui. Le convoi Blanchard. Alors, il a fini par faire demi-tour. Alors, on s'est arrêté à Vitré. Non, attention, non, on est arrivé, ils ont aperçu le convoi. Et je me rappelle très bien, par la bâche, on regardait, ils sont passés, comme ils étaient en tête de convoi, ils ont filé pour essayer de se retrouver en tête. Et alors là, on a vu des camions dans les fossés, on a vu qu'il y avait eu des dégâts. Il y avait quand même un bombardement, oui, mitraillage. Et il y avait, à ce moment-là, alors ils sont passés devant, et c'est vers Vitré qu'on les a retrouvés. Oui. Et il y avait, alors, est-ce que, comme ils ont bien dû se rendre compte qu'il y en avait un qui était perdu, c'était notre camion. Et dans un sens, heureusement, parce qu'on aurait sauté avec la réserve d'essence. Quand on a retrouvé le convoi à Vitré, il y avait une traction avant derrière nous. C'était le lieutenant du convoi qui était dans la voiture. Alors il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus d'aile à la voiture, mais la voiture roulait quand même. Elle roulait toujours. Bon. Oui. Et de temps en temps, on voyait qu'il passait la tête et qui voyait que dans le camion, il y avait des... Il y avait des civils. Il y avait des civils. Et je demandais alors. Bon, et puis on arrive à Rennes. Et le convoi s'est arrêté à Rennes, place de la mairie. Il a fait le tour de la place. Et on s'est arrêté devant la porte du bas. D'accord, ouais. En bas. Le convoi a fait tout le tour pour s'arrêter en bas. Et tout d'un coup, alors on est descendu et maman a dit, il faut absolument qu'on appelle mon beau-frère, mon oncle Henri Jebet Duval,
qui avait son magasin là, rue Victor Hugo, qui avait une grosse voiture, un genre de pan-A, vous savez, avec le gazogène de côté, parce qu'il n'y avait plus d'essence, et qui a dit au petit soldat, il faut que j'essaie d'appeler mon beau-frère pour lui demander de nous emmener chez nos parents, chez mes parents. Et qu'est-ce qui est arrivé tout d'un coup? Le général Blanchard descend, il voit maman descendre du camion. Je dis, Gauthier, oui. Qu'est-ce que vous fichez là? Il y a nos 18 bagages, et nos 18 bagages. Et nos 18 bagages. Puisque Madame Gauthier avait emmené toute son argenterie. Donc, le général Blanchard dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? C'est pas possible. Alors, on vous a transporté depuis Alençon. Les soldats s'en étaient pas vantés auprès du général. Hein. Le lieutenant était au courant. Le lieutenant était au courant. Il l'a su à Vitré, Jannick, il ne le savait pas. Ah, je ne suis non, il ne le savait pas. Il n'y a pas eu de sanction. Étonné. Bon, alors, le général Blanchard, alors maman lui a dit, mais écoutez, le général, je suis la femme d'un officier moi-même, mon mari était au premier chasseur, et nous avons été embarqués parce que nous étions tous seuls dans la ville d'Alençon, il n'y avait plus rien. On n'avait pas pu se nourrir ce jour-là, il n'y avait même plus un commerçant, il n'y avait plus rien. Madame Gauthier avait tué son dernier lapin pour nous nourrir. Ah oui. Eh ben. Donc, alors il a dit, bon ben, vous avez où aller? Maman a dit, vous inquiétez pas, mon beau-frère nous emmène. Si bien que notre oncle Henri est venu nous chercher. Avec sa grosse voiture, il nous a embarqués et il nous a déposés à avenue Récit-Briand chez nos grands-parents. Bon, maman descend avec Mimi Gauthier et sa mère. Et grand-mère nous dit, mais mes pauvres enfants, je ne peux pas tous vous loger parce que il n'y a pas cette place. Or, 2 immeubles plus loin, il y avait un autre frère de maman, notre oncle Michel et sa femme, qui étaient partis se réfugier à la campagne, qui avaient laissé leur appartement vide et qui avaient laissé les clés à nos grands-parents. Donc ça tombait bien. Donc, grand-mère dit à maman, envoie tes filles ouvrir l'appartement et vous allez vous installer là. Et pendant ce temps-là, il y a eu le fameux bombardement du 16 juin 1940 qui a fait je ne sais pas combien de morts, victimes dans la gare de Triage et la plaine de Pau. Un train. Alors, ce qu'il y avait de dingue, c'est que l'immeuble des grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de verrières, mais l'immeuble un peu plus loin, il y avait une brasserie qui était entre ces 2 immeubles. Les bombes ont commencé à tomber. Et la porte de la brasserie s'est ouverte et toutes les bouteilles ont dévalé sur la rue et la Vilaine. Et quand maman a entendu les bombes commencer à tomber, Annick et moi, on commençait, nous, à grimper dans la cage d'escalier. Et notre oncle et notre tante habitaient au 5e étage. Oui, quand même. Et les verrières ont explosé. Et si bien que... Ah ben toi, tu as été dans une famille... J'ai été happée. Il y a une dame qui a ouvert sa porte, qui voulait descendre dans la cave, qui a vu que la verrière était tombée, elle m'a ramassée chez elle et je suis restée. Et moi j'ai été prise à bras-le-corps par un type qui descendait pieds nus du 6e étage. Il habitait une chambre de bonne. Il m'a attrapée sous le bras et je ne pouvais même plus marcher. On a descendu. Il était pieds nus sur les verres, il ne s'est même pas coupé, on n'a pas compris, pour me mettre dans la cave. Et moi, je criais, mais non, ma soeur n'est plus avec moi. Et toi, tu étais chez les vergers. Oui, et alors j'avais été frappée parce que j'avais passé la nuit quand même dans un convoi militaire. Alors il y avait les 3 gamins qui étaient là, c'était les petits vergers. Les petits vergers, le marchand de parapluies et d'imperméables qui avait été rue d'Entrain. Il y avait sa femme qui était en train de bûcher des petits pois avec ses enfants. Je voyais tous les petits pois qui avalaient dans la cuisine et les gamins qui avaient une trouille bleue. Et moi, je prenais un air important. Je disais, ne vous inquiétez pas, vous savez, moi, j'ai vécu autre chose. Hein. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu maman qui a voulu, parce qu'elle a vu que ça bombardait, elle a quitté l'appartement de nos grands-parents. Il y avait la défense passive qui voulait l'empêcher de passer, et elle marchait sur les bouteilles de bière pour nous rejoindre, et elle hurlait dans la cage d'escalier pour nous appeler. Alors, moi, je suis descendue à ce moment-là, je suis redescendue avec maman dans la cave, et je me rappelle qu'à chaque déflagration,
on était le dos contre le mur en pierre, et en face, vous savez, il y avait les caves, toutes les caves avec les portes en bois. En planche. Et on était comme ça, pour retenir les planches, parce qu'on cachait dans la figure. Tellement ça bombardait. Ah, il n'y avait plus un carreau aux fenêtres à ce moment-là. Et on a vécu chez nos grands-parents, on a vécu 15 jours. Oui. Parce que la gare de triage était tellement escatée qu'on ne pouvait même pas prendre le train. Tout à fait, oui. Donc on a vu l'arrivée des Allemands à Rennes. À Rennes. Alors, on les a vus passer sous les fenêtres de nos grands-parents. Je me souviens encore de cette Jeep, enfin, c'était pas une Jeep, c'était une voiture décapotable, avec 4 officiers allemands, et qui sont passés sous les fenêtres de nos grands-parents. Alors, on a été impressionnés. C'était, pour nous, on disait, ça y est, l'ennemi est là. Il est arrivé. En vainqueur. Et puis alors après, bon, on a vécu toute cette guerre, bien sûr, avec tout ce que ça comportait de danger, et puis surtout de résistance. Aussi, ouais. Parce que... Vous aviez quel âge en fait là, à ce moment-là? Eh bien, c'était en 39, nous avions 10 ans. 39, la déclaration 30, nous avions 10 ans, on avait 15 ans. Entre 39 et 45, on avait entre 10 et 15 ans, et 14 ans. Donc ouais, vous vous souvenez bien des choses quand même encore. Attends, je peux vous dire, ça, on est marqué. Je peux vous dire, monsieur, que cette période de la guerre nous a profondément marqué, ma soeur et moi. Et quand on en parle avec des amis de notre âge, on dit qu'on a vécu cette période intensément. Bah, ne serait-ce que les bombardements, l'exode, ouais. Et puis les Allemands qui nous faisaient une peur bleue, nous gamines. Ouais. On en avait une trouille bleue. Et surtout, juste avant, peu de temps avant le débarquement, nous étions en Normandie et on nous avait envoyé à Alençon un régiment de SS. Alors c'était une armée allemande de noirs vêtus, où ils étaient impressionnants. Ça, ils nous glaçaient le sang quand on les rencontrait. Alors c'était vraiment des Allemands, peut-être les plus... et puis on avait, entre autres... on ne pouvait pas dépasser certaines heures, on était ramassés rapidement. Combien de fois notre maison, on est venu taper à nos portes pour pouvoir rentrer, parce qu'on avait une grande demeure à Alençon, et maman avait tout calfeutré, peint les carreaux en bleu, mettant des couvertures pour ne pas alerter, n'est-ce pas, les avions qui passaient. Combien d'avions on a vu tourner autour de nous, au-dessus d'Alençon, ce qu'on appelait les forteresses volantes. Les bombardés. Autant vous dire que les forteresses volantes, on en a encore le bruit dans les oreilles. Quand ils passaient par vagues, c'était effrayant, ils passaient par vagues. Alors il y avait à ce moment-là, on était en état d'alerte, et il y avait de temps en temps des tirs de DCA. Allemande, ouais. Voilà. Et puis les premières alertes qu'on a eues à l'époque, en 1939, les premières alertes, on avait le tocsin pendant tout le temps de l'alerte. Tout le temps de l'alerte. C'était horrible. Doum, doum, doum. Jusqu'à la fin de l'alerte. Alors là, très vite, la municipalité avait demandé qu'on arrête. Parce que ça angoissait encore plus. C'était angoissant. C'était angoissant d'entendre ce tocsin jusqu'à ce que la sirène